Hello and welcome. Assalamu alaikum wa marhaba. Bonjour et bienvenue, Guillaume Clossa, dans cette interview de Open Borders Institute. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et pour ceux qui reconnaissent déjà votre travail, je vais revenir rapidement sur votre carrière. Si vous me permettez l'adjectif, je dirais que vous êtes un penseur politique de l'Europe. Penseur, car vos ouvrages, Une jeunesse européenne en particulier, sont empreints d'une maturité qui, on le ressent, s'est construite sur la durée, alors que vous grandissiez dans ce monde en métamorphose que nos confrères de grands continents appellent l'interrègne. Politique enfin, car vous savez rassembler autour de projets, de récits et d'espoir. On est notamment frappé par le nombre et la qualité des gens de talent qui vous ont accompagné sur toutes ces années. J'ai une pensée particulière pour Enrico Letta, dont l'ouverture, le multilinguisme et la carrière incarnent par bien des aspects les idéaux de Open Borders Institute. En plus de votre riche activité intellectuelle, vous êtes aussi un homme d'action. Fondateur du Cercle de réflexion Europa Nova, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne chargé du numérique, du marché numérique unique, et aujourd'hui Senior Vice President of European Affairs au cabinet de communication stratégique Hills and Knowlton Strategies. Enfin, Guillaume, vous êtes l'heureux papa de deux enfants, Chiara et Victor, à l'avenir desquels vous aviez dédié votre livre Une jeunesse européenne. 8 années sont passées depuis, et vous publiez cet été Fierté européenne, manifeste pour une civilisation d'avenir, préfacé par Jean-Claude Juncker aux éditions Télémac. Avec le retour de la guerre sur le continent européen, la crise climatique, la rivalité sino-américaine, quel avenir pensez-vous laisser à vos enfants, Monsieur Clossa? Est-ce que la civilisation européenne saura être un projet d'avenir pour la jeunesse? C'est la question, Adam. Oui. Bon, plusieurs choses. Moi, je pense qu'il faut être un peu machiavélien. J'aime beaucoup Jean Monnet, mais je crois que l'époque est à Machiavel. On est sans surprise, en fait, dans un monde où il y a de grandes crises. On est dans un monde, en gros, en transformation depuis une trentaine d'années. Vous avez mentionné une jeunesse européenne. Justement, dans ce livre, j'expliquais que les transformations allaient s'accélérer, que le retour de la guerre était possible, qu'il fallait s'y préparer. Et la vérité, c'est que on voit bien un peu le nouvel ordre géopolitique vers lequel on va, les grands défis que l'on doit relever ensemble, qui sont climatiques, démographiques, scientifiques, technologiques, et l'énergie qui est nécessaire pour faire que ce monde tienne ensemble et qu'on n'aille pas vers le pire, mais qu'on essaie, comme Jean Monnet le disait à la fin de ses mémoires, aller vers un monde meilleur. À partir du moment où on a une vision assez claire de ce monde, en fait, qui est en gestation vraiment depuis 20 ou 30 ans. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que tout le monde partage une compréhension commune. Il y a une sorte de déni de réalité. On n'a pas voulu voir ce qui était en train d'arriver. Maintenant, tout le monde en est conscient. Donc, à partir du moment où on a une compréhension commune de la réalité du monde et des défis qui se présentent à nous, ben, ça veut dire qu'on peut y répondre de manière commune. Et je pense que les Européens ont beaucoup mûri, ils ont beaucoup convergé, et qu'aujourd'hui, il y a une grande société européenne de Vilnius à Lisbonne, en passant des îles grecques où j'étais jusqu'à Paris, qui fait que on se sent solidaire. Cette solidarité, elle s'est exprimée de manière assez remarquable, je dirais, depuis au moins la crise du référendum britannique, où on a vu que petit à petit, les citoyens de l'Union prenaient conscience que l'Europe était un projet mortel et que c'était un bien commun. Et cette prise de conscience, pour moi, elle me remplit d'optimisme. Elle me remplit d'optimisme. C'est-à-dire que on comprend que l'adversité est devant nous, mais on comprend aussi qu'on doit se battre et construire ensemble. Et ça fait une force pour l'avenir qui est une force considérable. Et ce que dit Machiavel, c'est que si on ne veut pas être la victime de l'histoire, eh bien, il faut prendre les devants pour organiser le nouvel ordre des choses.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous les Européens, on y est prêts. Bien sûr, il ne faut pas le faire seul, il ne faut pas le faire de manière expansionniste comme font aujourd'hui les Russes, de manière unilatéraliste comme le font les Américains ou de manière hégémonique comme le font les Chinois. Il faut le faire avec l'ADN que nous avons développé depuis le lendemain de la guerre, qui est finalement un ADN coopératif avec le sens d'un intérêt général qui n'est pas seulement européen mais qui est planétaire. Alors, je suis curieux sur ce terme justement que vous employez, solidarité. J'aimerais bien revenir un petit peu sur votre livre, si vous le voulez bien. Lors de votre entretien avec Monsieur Slavoj Žižek, celui-ci a évoqué la nécessité, notamment de faire de votre idée d'un idéal commun européen un succès populaire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt étonnant. Euh, Monsieur Žižek est connu comme un penseur marxiste, n'est-ce pas? Vous êtes vous-même, on pourrait dire, plutôt libéral. Vous parlez de solidarité. Est-ce que vous diriez que la fierté européenne peut unir au-delà des différences? Mais je pense que Adam, vous avez raison, c'est quand même assez étonnant que un philosophe d'origine marxiste-communiste et quelqu'un comme moi qui suis quand même plutôt d'essence libérale au sens politique du terme, pas forcément au sens économique, se rejoignent. Mais je pense que on a tous les deux, Zizek et moi, une grande conscience de l'histoire et de la réalité de la situation dans laquelle on se trouve. Et dans cette histoire, il y a quelque chose qui est certain, et Zizek l'a remarqué, on le partage, c'est que l'Europe, ce qu'on a fait, nous, en tant qu'Européens, ce projet européen, cette Union européenne, aujourd'hui, elle est la cible de toute une série de puissances qui veulent nous détruire. Et ils veulent nous détruire parce qu'en fait, le projet européen, et c'est ce que Zizek apprécie finalement, c'est un projet extraordinairement disruptif parce que c'est un projet qui met en son cœur, et on se rejoint tous les deux là-dessus, la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire l'idée que finalement, ce qui compte dans ce bas monde, qui est quand même un monde d'êtres humains qui partagent une planète qui est aussi un bien commun, c'est la dignité de la personne humaine, veiller à ce que chacun puisse trouver sa voie professionnelle, affective, sexuelle, culturelle, et que le seul endroit où cela est possible, et de plus en plus possible, c'est l'Europe. Alors, Et notamment l'Union européenne, qui est l'incarnation politique d'une nouvelle civilisation. alors voilà, exactement. C'est sur ce terme civilisation. C'est un terme qui fait peur à certaines personnes aujourd'hui. C'est un terme qu'on a employé de manière plutôt agressive. Je pense à Samuel Huntington, penseur politique américain. Euh, si je comprends bien, la dignité humaine, c'est ce que vous placez au cœur de la civilisation européenne. La civilisation européenne telle qu'on l'a construite après-guerre. C'est-à-dire que l'Europe a l'idée européenne telle qu'elle a émergé aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans une histoire qui est très longue, hein, qui revient presque au mythe de la déesse Europa. On pourra revenir dessus. Et elle s'est vraiment forgée à partir de la Renaissance, où, au-delà des valeurs grecques et chrétiennes, s'est adjoint un sens de l'innovation et puis un goût pour la science et pour les techniques. Euh, Au XVIIIe et au XIXe, petit à petit, on est rentré dans l'idée que les Européens étaient au degré le plus élevé de la civilisation et que d'une civilisation portée par les sciences et techniques et qu'ils avaient une mission civilisatrice, expansionniste, quelque part, de propager leur modèle dans le monde. Et cette version de la civilisation a conduit à des débordements, à des déraillements, qui ont conduit notamment à la Shoah et quelque part au pogrom, à ce qui s'est passé dans le monde, c'est-à-dire la colonisation, mais aussi à la première explosion nucléaire, puisque c'est les Européens qui ont été au cœur de la découverte de l'atome, même si la bombe est américaine. Et donc, au lendemain de la guerre, on a eu un malaise
un mal-être, nous, Européens, par rapport à ce mot civilisation qui avait été dévoyé finalement, même si quelque part, il y avait d'autres choses qui étaient positives, qui étaient portées par cette idée civilisationnelle, notamment la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de 45, 46, 47, partout en Europe, des gens se sont dit, mais il faut qu'on donne un nouveau souffle, qu'on revivifie, qu'on fasse évoluer cette civilisation européenne pour la remettre dans un chemin, dans un droit chemin dont on pourra être fier. Et le mot était occulté dans les années 60, 70. J'explique d'ailleurs dans le livre où il y a plein de textes qui disent qu'on ne peut plus parler de civilisation. Et il a fallu quelqu'un d'extérieur, Zelensky, qui nous dise, mais vous, c'était le 2 mars dernier au Parlement européen, vous, Européens, êtes porteurs d'une grande civilisation, civilisation pour l'avenir, et cette civilisation, elle est incarnée par l'Union européenne. Et, et cette civilisation, en fait, c'est plus du tout la civilisation d'avant-guerre, expansionniste, qui a une vision de propagation globale. C'est autre chose, en fait. C'est un modèle qui s'appuie sur deux piliers. D'une part, ce qu'on peut appeler une grande société, au sens grec ou romain, de gens qui partagent des comportements, des habitudes, des règles, un style commun. Et ce que je démontre dans le livre, en fait, c'est que petit à petit, on a constitué une grande société européenne, allez, on va dire des Cyclades à Lisbonne, en passant par Berlin, Copenhague, Vilnius et le reste de l'Europe. Et ça, c'est une phase. Et l'autre phase, c'est ce qu'on peut appeler l'État européen, en tout cas ce que des philosophes au lendemain de la guerre ont appelé l'État européen, c'est-à-dire une pacification des relations entre les États au service des citoyens. Et ça, c'est les deux piliers de la civilisation que nous avons construit ensemble et qui met finalement la dimension humaine, la dimension sociétale, la protection de l'individu, l'épanouissement de l'individu dans son cœur. Et c'est ce à quoi faisait référence Zelensky en parlant finalement de cette civilisation européenne pour l'avenir. Alors, il y a un autre penseur qui a utilisé le terme de civilisation euh, plutôt récemment. C'est Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand que j'étais euh, agréablement surpris de vous voir citer, sachant qu'il n'est pas toujours connu en dehors de son pays d'origine. Ulrich Beck parle d'un volcan civilisationnel aujourd'hui. Il explique notamment comment est-ce que la communauté européenne va au-devant de risques qui ne vont faire que s'accentuer avec le développement technologique. Est-ce que vous voyez l'Union européenne comme capable justement de relever tous ces défis? Je pense par exemple à la désinformation sur Internet, au réchauffement climatique, à tous ces troubles en fait qui viennent à la base justement de cette culture de l'innovation européenne, qui sont créés, qui sont des troubles qui mettent en péril l'Europe, mais que l'Europe a créé elle-même. Alors, c'est vrai, mais en même temps, cette culture de l'innovation, il y a plusieurs penseurs asiatiques qui le rappellent, elle est devenue globale. Et donc, si l'Europe a donné quelque chose au monde, c'est à la fois la notion de gouvernance, c'est-à-dire d'administration, de capacité de gérer de manière massive des sociétés, des projets et des hommes, et de l'autre côté, cette culture de l'innovation qui, on le voit, aujourd'hui s'est propagée notamment en Chine et en Inde avec un succès qui est croissant. Et donc, c'est plus uniquement l'affaire des Européens. Mais les Européens sont, dans ce cadre-là, ceux qui ont la plus grande conscience des risques énoncés par Beck, qui est que justement la technologie et ses émanations concrètes, comme les réseaux sociaux, peuvent constituer un risque pour l'humanité et pour la cohésion de nos sociétés extrêmement fort. Et ce qui est intéressant en Europe, c'est que c'est l'endroit où
on a la plus grande compréhension de ces risques. C'est l'endroit où l'on se dit il faut que la technologie soit mise au service de l'humain. Et par exemple, j'ai été conseiller spécial, vous l'avez rappelé, du vice-président de ZIP. J'ai notamment travaillé sur la mise au service de l'humain de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment une ambition, mais de manière générale, l'idée, c'est que toutes les technologies doivent servir le bien commun. Et c'est une idée aujourd'hui qui est très européenne. Deuxièmement, les Européens sont ceux qui résistent le mieux aussi à la désinformation. Si vous regardez comment la société américaine s'est fragmentée, elle est beaucoup plus fragmentée que la société européenne. Et quand vous regardez comment les Européens, finalement, ont réagi à la vaccination, ils ont mieux réagi au vaccin, ils l'ont mieux accepté que les Américains, et même peut-être que les Russes ou que les Chinois. Donc il y a une résilience dans les sociétés européennes qui est assez remarquable et qu'il faut souligner. Alors on peut s'inquiéter en effet de ces risques, mais on peut souligner en contrepartie qu'il y a quelque chose qui fait que les Européens, peut-être parce qu'ils ont, on a beaucoup discuté avec Zizek, un esprit critique qui est plus prononcé que les autres. Il faut dire qu'en Chine, on est sur la société du contrôle et qu'aux États-Unis, on est sur une forme de société de l'instrumentalisation capitalistique par le capital des technologies. En Europe, on essaie de trouver une voie où l'individu peut rester autonome et garder son esprit critique. Et je pense que c'est, dans le monde tel qu'il est, une grande force des Européens. Et le troisième point, vous parliez des défis climatiques, si il y a bien un continent qui porte ce sujet et qui essaie d'être à l'avant-garde et qui essaie de prendre les devants pour organiser le nouvel ordre des choses, comme le disait Machiavel, eh bien c'est bien l'Union européenne. C'est un objectif du traité pour une constitution européenne, c'est un objectif du traité de Lisbonne, et les Européens sont les premiers à avoir mis en place des mesures concrètes pour essayer de relever ce défi climatique dès 2008 sous la présidence française. Et aujourd'hui, la Commission, avec les États membres, porte ce qu'ils appellent un Green Deal. Et la guerre en Ukraine, qui aurait pu ralentir la chose, en fait, ne l'a fait qu'accélérer, puisqu'on a conscience qu'on doit aller vers une économie et une écologie beaucoup plus soutenable, beaucoup plus vite, si tout simplement on veut rester autonome et souverain. Dans votre intervention au Conseil économique et social, vous aviez notamment évoqué ces défis auxquels l'Europe faisait face, notamment le fait, comme vous le disiez très bien, que l'innovation aujourd'hui s'est répandue, que l'Europe a quelque peu raté la vague des années 90 avec toutes les technologies liées à l'Internet, qu'aujourd'hui il y a encore une accélération des innovations dans les pays émergents. Euh, Quel est votre constat aujourd'hui? Je crois que c'était peut-être en 2014, votre intervention au Conseil économique et social. Voilà, aujourd'hui, quel est votre point de vue là-dessus? Je crois que le défi industriel des technologies numériques reste pour les Européens un défi qui est devant nous. Et moi, je pense qu'il y a une opportunité très forte avec l'intelligence artificielle pour mettre l'intelligence artificielle au service de la résolution des grands défis de société. L'amélioration, par exemple, dans le domaine de la santé, du diagnostic biologique, l'amélioration des traitements, l'accélération de la recherche. Il faut qu'on soit capable d'utiliser rapidement ces technologies pour résoudre nos grands défis sociétaux et en même temps d'en profiter pour développer des acteurs industriels. Je pense qu'il y a une maturité qui a évolué sur ce sujet. La différence entre 2014 et aujourd'hui, c'est que le mot de politique industrielle n'est plus un mot tabou, que l'Union européenne, et notamment la Commission, n'est plus seulement un acteur de régulation, mais c'est un acteur qui agit, qui est capable de mettre en place des dynamiques pour qu'on produise des vaccins et qu'on vaccine un demi-milliard d'hommes et femmes en quelques mois, qui est capable de mettre en place des logiques de fourniture d'armes et à moyen terme de production d'armement véritablement européen. Donc le mindset, l'état d'esprit, il a changé. Maintenant, il faut une ambition qui soit beaucoup plus précise et qui engage beaucoup mieux l'ensemble des acteurs
industriels, économiques et sociaux et politiques européens. Et ça, c'est un défi qui reste devant nous. On a vu justement ces problématiques évoquées ces derniers temps. Le directeur de la BPI est assez actif justement sur ces problématiques de réindustrialisation. Bruno Le Maire, lui, a pris le parti de présenter ça sous un angle assez intellectuel, notamment en revendiquant son amitié avec Michel Houellebecq, qui a écrit, notamment dans la carte et le territoire, sur la désindustrialisation en France. Euh, Effectivement, c'est devenu un sujet. Euh, Comment est-ce que vous voyez justement cette problématique de la réindustrialisation? Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est une époque qui est révolue? Est-ce qu'on devrait effectivement, est-ce que c'est la voie que vous voyez l'Europe poursuivre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des logiques de régionalisation. De régionalisation. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Chine, à un moment ou à un autre, peut se refermer sur elle-même, que l'Amérique également. La Russie, je dirais, c'est déjà fait. Donc, forcément, il y a des productions stratégiques qu'il va falloir redévelopper depuis chez nous. Ça, c'est une chose. Et c'est une obligation parce que on en a besoin pour être autonome. Mais la vérité, c'est que pour beaucoup de productions, on ne peut pas produire tout seul. On a besoin de chaînes d'approvisionnement et de chaînes de production qui sont globalisées. Alors, ce qu'on doit faire, c'est diversifier ses fournisseurs pour garantir la plus grande indépendance par rapport aux évolutions géopolitiques. Je ne crois pas qu'on va tout réindustrialiser. Je pense qu'il y a certaines productions qu'on peut, de manière relativement limitée, remettre en Europe, mais que l'important, c'est de revoir nos chaînes d'approvisionnement pour garantir la plus grande indépendance par rapport à des États ou des acteurs qui voudraient faire pression sur nous ou nous menacer. Et ça va conduire à une réorganisation du système de production mondial dans les années qui viennent. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis convaincu en revanche que on peut non pas réindustrialiser, c'est-à-dire récupérer des choses anciennes, mais qu'on peut aussi industrialiser sur la base de projets nouveaux. Et que pour ça, on a besoin, comme aux États-Unis, d'avoir un outil de commande publique transnational européen extrêmement puissant et un outil de normalisation. L'armée américaine est un facteur de normalisation de fait extraordinairement rapide, aussi puissant. Et donc les Européens ont besoin de travailler sur ces deux axes. C'est-à-dire comment on fait pour normaliser rapidement, de sorte que ça permette d'avoir de vastes marchés, si on a une normalisation européenne de facto, comme ça existe aux États-Unis, et comment on fait pour avoir une commande publique sur certaines choses essentielles qui soit transnationale pour avoir de facto une taille de marché européen qui permette aux entreprises de se projeter dans l'avenir, de planifier et de se valoriser au même niveau que leurs homologues chinois ou, ou américains. Ce qui m'a frappé en vous lisant, c'était de voir la filiation entre des idées que vous aviez évoquées il y a de cela quelques années, euh, par exemple dans cette audition au Conseil économique et social, mais aussi que vous aviez évoqué dans votre ouvrage Une jeunesse européenne. Euh, et notamment entre ces idées-là que vous aviez évoquées dans votre livre et le discours de la Sorbonne de Monsieur Macron. Euh, Vous avez manifestement inspiré des hommes politiques, ce que Jean-Claude Juncker lui-même reconnaît, en reconnaissant votre travail sur le traité de Lisbonne, sur la feuille de route de Bratislava, sur le Brexit. Euh, Vous qui avez plaidé justement lors de votre audition au Conseil économique et social pour une renaissance européenne, je crois que c'est le terme que vous aviez employé, pour une plus grande autonomie stratégique, en somme pour que l'Europe soit une puissance à part entière. Comment est-ce que vous percevez la médiatisation d'idées euh, qui sont les vôtres, médiatisation aujourd'hui? Est-ce que vous avez parfois l'impression que vos idées sont appliquées sans la profondeur de pensée? Euh,
C'est des questions un peu piégeuses là, que vous me posez. Euh, enfin, que des idées, qu'un système de pensée soit repris, ben, je ne peux que par les uns ou par les autres. Et si c'est le cas pour le président Macron, je ne sais pas, ou pour le président Juncker, je le sais plus, ou d'autres, ben je m'en réjouis. Elles sont là pour être prises. Euh, j'ai la chance d'avoir à la fois un parcours, une pratique de la politique à haut niveau et une expérience de conseiller en stratégie, donc la capacité de penser des dynamiques systémiques et manifestement une capacité d'influence par mes écrits et par mes propos. Donc je ne peux que m'en réjouir. Après, le sujet, vous savez, c'est que il y a des concepts et puis il y a toujours dans l'application une déperdition parce que si vous n'êtes pas en charge vous-même de mettre en œuvre votre vision et vos concepts, elles sont réappropriées par ceux qui les portent et ils les mettent en œuvre selon leur propre manière de voir les choses. Donc euh, voilà, je me réjouis de ce que vous dites, qu'il y ait une appropriation au plus haut niveau de mes idées. Et je suis conscient que quand il y a une appropriation, eh bien, c'est plus vraiment les autres et ça devient celle de ceux qui les portent. Est-ce que j'aurais aimé en mettre en œuvre certaines? J'ai pu le faire à chaque fois que j'étais en situation de responsabilité politique. Et la réponse est oui. C'est toujours plaisant de pouvoir avoir une vision et d'avoir la capacité à développer sur le terrain cette vision et de sentir le résultat concret. Et justement, par rapport à cette profondeur de pensée, euh, est-ce que vous voyez le travail que vous faites dans l'héritage d'auteurs comme Stefan Zweig ou Dos Passos aux États-Unis, qui ont tenté justement de sentir l'air du temps, de donner une cohérence à l'expérience individuelle des citoyens européens? En France, c'est vrai qu'on a un auteur pour un autre bord politique qui est Houellebecq, qui tente à sa manière de capturer justement l'ère du temps. Comment est-ce que vous concevez justement ce rôle-là de penseur? Écoutez, moi, ce que j'aime dans Stefan Zweig, ce que j'aime dans un certain nombre d'auteurs européens, parce qu'il y a beaucoup plus que Stefan Zweig, c'est le style. C'est-à-dire la manière d'être, cette, cet amour de la diversité européenne, cet amour de la fête européenne, et je pense que c'est quelque chose qui est profondément dans notre ADN. Et j'essaie, alors peut-être pas suffisamment dans mes textes et dans mes livres, mais dans ma manière d'être, de porter ce style européen. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec Welbeck. J'aimerais avoir son talent et être capable de vendre autant de livres que lui dans autant de pays. Mais je reconnais qu'il a une capacité à bien sentir euh, l'air du temps, parfois un peu trop populiste à mon goût, mais c'est très stimulant parce que, euh, en fait, il pose des problèmes qui sont des problèmes politiques, avec des partis pris qui ne sont pas les miens, mais qui, en tout cas, minent nos sociétés. Et donc, il faut les comprendre et il faut vouloir réfléchir, en tout cas, comprendre les problèmes qu'il soulève souvent justement et qui relèvent souvent de perceptions parfois erronées de la société. Mais ça apporte de la matière et ça apporte une matière politique intéressante. Alors justement, je vais rebondir sur cette citoyenneté européenne et sur ce qui fait la capacité des hommes politiques notamment à être aussi des penseurs. Le docteur Henry Kissinger a publié hier, je crois, un ouvrage qui s'appelle Leadership, dans lequel notamment il parle de ce que lui considère comme euh, l'incapacité, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, du moins dans l'Ouest, euh, des universités à former des citoyens et en formant des citoyens, de former parmi eux des hommes d'État.
des hommes politiques capables de comprendre justement le monde dans lequel ils vivent. Kissinger explique qu'on forme des techniciens, mais qu'il y a une culture, donc si je comprends bien, européenne, pour lui qui justement a des racines européennes, qui se perd. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la citoyenneté, ça ne s'apprend pas à l'université, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans la famille, et que ça, c'était un héritage européen majeur, et il faut le garder, le faire fructifier et le revivifier. Et donc, oui, aux États-Unis, il y a un sujet de citoyenneté. Oui, la société américaine est en pleine fragmentation. Et oui, ça pose un vrai défi pour le monde parce que l'Amérique garde un rôle absolument central aujourd'hui, que ça reste une très grande puissance et qu'elle a un rôle majeur dans dans la stabilisation du monde tel qu'il est, qui est un monde qui est en train de se fragmenter. Et donc, si les Américains, les citoyens américains ne développent pas un sens de citoyenneté qui dépasse les États-Unis et qui est ce sens un peu global que les deux Roosevelt ont voulu comment dire, imprégner dans l'ADN américain qui est en train de disparaître, ben c'est extrêmement dangereux pour le monde. Mais je ne pense pas que ce soit à l'université, en revanche, premièrement, prioritairement, de développer la citoyenneté. Je pense que l'université, historiquement, a été un lieu de débat, d'émancipation, d'émergence d'idées nouvelles, parce que ça permet à des gens qui viennent de leur famille, d'endroits, de territoires, de se croiser, de se rencontrer, de faire fructifier des idées, d'être disruptifs, de se penser en commun. Et ce rôle-là, il reste extrêmement important et peut-être qu'il est aussi en train de se perdre dans l'université américaine comme dans les nôtres. Mais le civisme, ça doit commencer dès la naissance. Et ça, c'est ma conviction première. Comment est-ce que vous voyez justement, en parlant du rôle des États-Unis, le rôle des États-Unis aujourd'hui en Europe et dans le fait de porter le projet européen? Euh, un auteur avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord, mais qui a écrit beaucoup de livres, Samuel Huntington, euh, a écrit dans un de ses livres que le grand bouleversement pour les États-Unis, c'était justement la question d'est-ce que l'Amérique devrait suivre son héritage européen ou est-ce que, notamment pour des raisons démographiques, elle deviendrait un pays à part entière d'Amérique, détaché justement de l'Europe et de ses considérations. On a vu notamment pivot vers l'Asie que l'administration Obama avait déjà commencé. Euh, Comment est-ce que vous voyez justement ce rôle de l'Amérique? Est-ce que c'est peut-être une opportunité pour une troisième voie européenne, ce que Charles de Gaulle avait l'air d'essayer de poursuivre, ou est-ce que c'est plutôt un problème? En tout cas, ce qui est certain, pour moi, la réponse paradoxale, enfin, j'ai trouvé ça paradoxal ou bizarre, elle était Taïwan. Euh, Taïwan, qui est un petit pays qui garde une identité chinoise extrêmement forte et qui valorise de manière extrêmement forte la tradition et qui, en même temps, considère qu'il y a une forme d'universalisme démocratique et droit de l'hommiste et qui se retrouve très bien dans les valeurs européennes qu'il considère comme universelles. Et moi, ce que je regrette avec les États-Unis, c'est que l'universalisme américain, qui au lendemain de la guerre était très proche de l'universalisme européen, en tout cas tel qu'il a été porté dans la Charte universelle des droits de l'homme, que Madame Roosevelt a contribué à façonner, eh bien, on était dans un monde qui pouvait converger. Et les Américains sont en train de s'éloigner de ce monde et quelque part, eux-mêmes sont en train de défaire le patrimoine universel qu'ils avaient mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faudrait un rappel à l'ordre. Et je pense que les Européens aujourd'hui sont trop faibles pour appeler les Américains à l'ordre et pas suffisamment attractifs, mais que c'est peut-être temporaire. La réalité, c'est que depuis une vingtaine d'années, les Américains s'éloignent de l'Europe, qu'il y a eu un risque d'un grand éloignement avec la présidence Trump, qu'il y a un petit rapprochement avec la présidence Biden, mais que ce petit rapprochement est à la fois peut-être temporaire et
circonstancielles ou conjoncturelles liées à la guerre en Ukraine. Et donc, si nous, Européens, pensons que on a intérêt à ce que les Américains convergent, que nous convergions avec les Américains, paradoxalement, on a intérêt à s'émanciper des Américains pour pouvoir avoir un dialogue d'égal à égal qui nous permette à nouveau de converger. Mais je pense que aussi longtemps que les Américains considéreront que nous sommes dépendants d'eux, et c'est ce qu'ils considèrent aujourd'hui, la possibilité d'un dialogue, pour faire référence de manière indirecte à Houellebecq, est extrêmement, d'un dialogue équilibré et constructif est extrêmement difficile. Les Américains qui ont poussé une vision démocratique un peu idéaliste du monde avec les deux Roosevelt sont aujourd'hui dans une vision extrêmement cynique. Et donc, je pense qu'il faut prendre acte de leur vision cynique du monde et nous mettre en situation de dialoguer avec eux, c'est-à-dire de transformer l'Europe en puissance. C'est à cette seule condition que l'on pourra converger à nouveau vraiment avec les Américains et se faire écouter d'eux et orienter leur ligne politique et géopolitique. Vous pensez que justement c'est un recours à l'histoire peut permettre d'aligner l'Amérique et l'Europe sur un destin commun? Vous qui faites référence justement à la civilisation européenne. Je pense que pour nous, Européens, comme le faisait Guérémec, une capacité à nous inscrire dans une histoire commune et à rappeler que le projet européen n'est pas seulement un projet franco-allemand, mais que c'est un projet qui a été squatté au lendemain de la guerre par beaucoup de citoyens dans tous les pays de l'actuelle Union, certains ayant pu nous rejoindre uniquement après la chute du mur. Ça, c'est important. Je pense qu'en Europe, on a le sens de l'histoire et on a le sens de l'histoire partout. En revanche, je ne pense pas du tout que les Américains soient sensibles à cette dimension-là. Je pense qu'en revanche, ils sont extrêmement sensibles à l'attractivité de l'Europe, à la dimension culturelle. Et donc, le sujet, en fait, c'est de faire rêver les Américains. Et je pense que le sujet de l'Europe aujourd'hui, mais finalement, c'est Jeremy Rifkin qui l'a dit. Il a dit, mais où est le rêve de demain? Est-ce que c'est le rêve américain ou c'est le rêve européen? Je pense que ça doit être le rêve européen. Et ce rêve européen, quelque part, il est revivifié et il est notamment revivifié par les Ukrainiens qui le portent avec une ardeur qui nous fait prendre conscience de ce que nous sommes, à la fois une grande société et un processus de lissage des relations entre les États, de pacification, de co-construction des relations entre des États qui finalement lient ensemble leur destin au service non pas d'eux-mêmes, mais de leurs concitoyens. Alors, justement, en parlant d'échelle européenne et de faire rêver de société, euh, bon, ici à Open Borders Institute, on porte aussi un rêve, un idéal, celui de sociétés ouvertes dans lesquelles la mobilité transfrontalière est possible. Dans votre ouvrage, vous parlez notamment des trois types d'Européens, dont l'un d'entre eux, les globalistes, voient l'Europe comme finalement une porte d'entrée vers la mondialisation. Alors, j'ai senti que c'était peut-être un trait de caractère dans lequel je pouvais me retrouver, donc ça m'a fait réfléchir. Euh, Comment est-ce que vous voyez la place de l'Europe dans la société civile mondiale, s'il y en a une? Euh, il y a un auteur américain, Rawls, qui a beaucoup parlé justement de la nécessité d'inscrire les projets politiques nationaux ou transnationaux dans la société civile mondiale. Quelle place a l'Europe là-dedans? Évidemment, il y a des problématiques qui se recoupent avec ça, que ce soit la migration et d'autres sujets. Gary McClure a dit très bien, c'est les Européens qui ont inventé la société civile. La société civile, elle a commencé avec l'émergence des villes et de toute une série d'organisations qui se sont organisées autour de ces villes. Et c'est cette société civile qui a permis l'émergence des démocraties libérales. Donc, elle a un rôle essentiel et c'est cette société civile aussi qui a résisté en Pologne et qui a fait que la Pologne, mais aussi en Hongrie,
en République tchèque, qui a fait que ces pays, finalement, sont sortis assez vite du communisme, ce qui n'a pas été le cas de la Russie, justement, parce que la société civile n'y avait pas vraiment existé auparavant. Donc, ouais, la société civile, c'est super important, parce que c'est un élément autonome de société qui l'a fait changer et qui, en plus, fait du lien. C'est vital. Et la société civile européenne, elle a un rôle extrêmement fort. Mais la société civile a besoin aussi d'être considérée. Moi, ce que j'aimais beaucoup avec le président Juncker, c'est qu'il avait entamé un vrai dialogue avec la société civile européenne, notamment dans le cadre du référendum britannique, et qu'il a travaillé avec la société civile européenne, mais c'était vrai aussi du président Hollande, de la chancelière, du Matteo Renzi, plusieurs, pour faire que, d'un commun accord, on crée une dynamique politique qui fasse que on garde l'unité européenne. Et donc, juste sur cette expérience qui a abouti à la feuille de route de Bratislava et à la création d'un mouvement qui s'appelle Civico, de personnalités à l'échelle du continent, euh, ouais, la société civile a un rôle clé, elle a un rôle clé pour la cohésion des sociétés, pour l'unité de ces sociétés, mais elle a besoin d'interlocuteurs, elle a besoin d'être considérée et elle a besoin d'être traitée sur un pied d'égalité et de co-construction. Et c'est pas complètement évident dans nos systèmes de démocratie avancée. Et au niveau mondial, on a besoin aussi de sociétés civiles qui dialoguent, mais c'est de plus en plus compliqué dans un monde qui tend à se fragmenter à nouveau. Et donc, il faut par tout moyen possible, soutenir des initiatives de société civile, entre guillemets. Mais je ne Alors, crois pas, et oui. ça c'est aussi important, je ne crois pas à une société civile professionnalisée. La société civile, ce sont des gens qui s'organisent pour des causes et pour faire avancer les causes. Alors, ils créent des organisations avec des permanents, mais les permanents ne peuvent pas avoir la responsabilité de ce mouvement. Ce mouvement, il doit être porté par des gens qui sont enracinés dans la société. Et ça, c'est important parce que cet enracinement, en fait, permet une pertinence, permet une indépendance, permet un ancrage et un effet de levier. Et parfois, je crains une société civile de gens qui sont devenus des professionnels de la société civile, et on en voit de plus en plus à l'échelle mondiale. Alors je pense qu'il faut une réflexion politique et philosophique sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment eu lieu. Alors, à l'échelle nationale déjà, il y a des tentatives professionnalisantes justement d'effectuer un tel dialogue. Aujourd'hui en France, on parle beaucoup du Conseil national de la refondation. Euh, je me demande justement, est-ce que vous avez des conseils euh, par rapport à cette structure que Gérard Larcher, président du Sénat, n'a pas particulièrement entériné. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas en quoi consiste ce Conseil national. Je ne peux pas avoir une pensée sur quelque chose que je ne connais pas, parce qu'elle n'a pas été précisée. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a des initiatives assez remarquables qui ont eu lieu notamment en Irlande, et j'en parlais lundi à Bled avec le ministre irlandais des Affaires européennes, euh, pour résoudre des problèmes sociétaux. Et notamment, ils ont mis en place des conventions citoyennes à vocation référendaire sur des problèmes qui divisaient la société irlandaise, comme l'avortement ou le mariage pour tous. Et ils ont mis à la fois des citoyens et des politiques auxquels ils ont donné du temps, qu'ils ont éclairé par des experts, pour réfléchir ensemble à des solutions pour défragmenter la société et pour permettre aux gens de trouver leur épanouissement personnel. Et ces conventions, l'une a abouti à un référendum qui a permis la légalisation de l'avortement, et à une autre au mariage pour tous en Irlande. Et aujourd'hui, ces sujets sont plus du tout des sujets de division de la société, mais il y a une réponse sociétale qui a été apportée. Et ça, je pense que c'est extraordinairement utile. Mais l'expérience irlandaise, en tout cas, je ne sais pas si on peut la généraliser. Moi, j'ai essayé de faire une expérience européenne, consultation citoyenne, oui, européenne, en m'appuyant sur l'expérience irlandaise, c'est en posant une question claire et en mettant les gens en situation de responsabilité. Ça marche.
enfin, l'expérience montre que ça marche justement si on choisit un sujet précis et on demande aux gens de dire si vous étiez en charge de résoudre ce sujet en veillant au bien commun et à l'épanouissement des individus, qu'est-ce que vous feriez? Et qu'on leur donne les moyens à la fois intellectuels, temporels et financiers de la réflexion. Et là, ça marche. Alors, Europa Nova avait fait ça avec le traité de Lisbonne, enfin, avant le traité, Europa Nova avait participé, je crois, à une initiative justement pour réunir des individus. On a fait des choses différentes. C'est-à-dire qu'on a, euh, dans le cadre d'Europa Nova, quand il y a eu on a participé à la campagne référendaire de 2005, moi j'étais un des co-responsables de cette campagne qui a été un grand échec, rappelons-le. Et il faut en tirer des enseignements, pour tirer des enseignements, mais ce n'est pas le sujet. On a essayé de trouver une solution et on a mis les leaders de l'époque, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ceux qui avaient le plus de chances d'accéder à l'élection présidentielle, on leur a proposé une solution qui est devenue le traité de Lisbonne. Et notre idée était qu'une élection présidentielle en France vaut référendum et que c'était le seul moyen de sortir des conséquences du refus de la Constitution européenne, qui était une Europe complètement à plat au niveau institutionnel, qui avait perdu toute volonté d'action et qui était sur le point de perdre tout âme. Donc, oui, là-dessus, on a eu un impact sur le traité de Lisbonne. Après, on a organisé en 2007 le premier grand rassemblement des pro-européens depuis les non-français et néerlandais. C'était les États généraux de Lille, où il y a des gens de toute l'Europe qui sont venus. Et plus tard, après le traité de Lisbonne, plutôt en 2009, 2010, 2011, peut-être 2012, on a participé à un grand projet qui s'appelait le Nouveau Pacte pour l'Europe, où on a expérimenté à l'échelle du continent des consultations limitées de citoyens de tous les partis politiques sur l'Europe pour voir si on pouvait faire une feuille de route qui permette une cohésion européenne. Et plus récemment, effectivement, vous avez cette initiative avec Civico qui consiste justement à... Là, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on avait poussé dès 2016 dans la feuille de route pour une renaissance européenne l'idée d'une conférence sur l'avenir de l'Europe, une grande consultation qui associe les citoyens et qui s'inspire un peu du modèle irlandais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour convaincre que c'était possible, en fait, avant les élections européennes, on a voulu nous-mêmes essayer d'organiser une consultation numérique d'un genre nouveau. Et donc, on a réussi à mobiliser avec beaucoup de chance près de 3 millions, 4 millions d'euros. Et on a mis en place, en s'associant avec une Civic Tech, Mec.org, une machinerie de consultation transnationale et multilingue qui nous a permis de consulter 38 millions de citoyens sur les 27 États membres en 25 langues, en leur posant à tous une même question. Si vous étiez en charge de l'avenir de l'Europe, qu'est-ce que vous feriez? Et quelles seraient vos priorités? Et ça a fait émerger en fait deux choses. D'abord des priorités et un ordre de priorité. Le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, la démocratie et l'association des citoyens à l'avenir de l'Europe, la nécessité d'avoir une transformation numérique juste qui s'accompagne d'une taxation, notamment des super profits, des multinationales et des GAFA, la nécessité de renforcer la dimension sociale européenne, notamment dans le domaine sanitaire, et la nécessité d'accélérer l'effort de recherche et d'éducation. Donc ça, c'est les 5 enseignements qui sont sortis de cette consultation. Et ce qui était super intéressant, c'était que globalement, elles étaient partagées à peu près de la même manière partout en Europe, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans le centre comme dans les marges. Ce qui veut dire, quelque part, qu'il y a une société européenne qui est tournée vers un avenir commun et qui partage des préoccupations communes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces préoccupations, quand vous regardez les autres continents ou ce qui entoure l'Europe, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, on a constitué une sorte de communauté politique de fait. Et le sujet aujourd'hui, c'est de transformer cette communauté politique de fait en une forme de démocratie multilingue et transnationale qui soit à la fois capable d'articuler l'échelon européen, l'échelon national et l'échelon local. Je pense aujourd'hui que c'est le défi de l'Union, c'est de transformer l'Union en une grande puissance démocratique, sociale, écologique, culturelle, industrielle, multilingue et
et multinationales qui portent une identité, un style, une envie de coopération qui lui sont propres. J'aurais le... Merci beaucoup, Guillaume Clossard. J'aurais le mot de la fin. Euh, C'était un honneur pour nous à Open Borders Institute de vous recevoir. Euh, un homme qui est un penseur, un homme d'action aussi. Je pense que le terme visionnaire est mérité. Et je souhaite à nos auditeurs de lire Fierté européenne, euh, un ouvrage qui a été préfacé par Jean-Claude Juncker et auquel Clément Beaune ainsi que Von Rompuy ont fait confiance pour le présenter. Il est disponible. Guy euh, Verhofstadt, à la FNAC. Guy Verhofstadt. Oui, Pas Van Rompuy. Mais... pardon, Guy Verhofstadt. Il est disponible sur le site de la FNAC pour le commander. Beaucoup de choses qui sont dites euh, par Monsieur Clossat se révèlent être au goût du jour euh, quelques années après qu'elles aient été évoquées dans son ouvrage. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir une perspective sur ce que l'avenir, justement, des sociétés européennes euh, nous prédit, je souhaite la lecture de cet ouvrage. Merci, Guillaume. Merci Adam.